Cette légende de la glande pinéale est connue donc dans le monde entier. Elle est présente dans toutes les religions et toutes les traditions. Mais comment fonctionne la glande pinéale à l'intérieur du cerveau? Il faut d'abord savoir qu'il ne s'agit pas simplement d'un bout de chair. La glande pinéale est en grande partie creuse, avec du fluide tout autour. Ensuite, le tissu interne auquel ce fluide est connecté possède des petites cellules appelées pinéalocytes, qui ressemblent à s'y méprendre aux bâtonnets et aux cônes de la rétine de l'œil. J'ai inclus dans le livre des études scientifiques parmi les plus conventionnelles, et elles disent toutes que les pinéalocytes ressemblent aux bâtonnets et aux cônes de la rétine, et que la glande pinéale est reliée au cortex visuel du cerveau de la même manière que le sont les globes oculaires. Dans ces études, c'est plutôt le terme cascade de phototransduction qui a été utilisé pour décrire ce phénomène. Mais à quoi pourrait bien servir ce fluide? À quoi pourrait bien servir une rétine à l'intérieur du cerveau qui soit semblable à la rétine de l'œil et qui a le même tissu que celui d'une vraie rétine si cette rétine n'avait rien qu'elle puisse voir? Il se trouve que le fluide contenu dans la glande pinéale renferme des cristaux et que l'obscurité active une sorte de bouclier électromagnétique autour de ce fluide, permettant ainsi à la glande pinéale de s'ouvrir au champ unitaire. Lorsque vous êtes en présence de ce bouclier électromagnétique, la glande pinéale est activée et vous ressentez alors comme une pression, une sensation de bourdonnement qui se produit dans votre tête. Si vous lisez des livres sur les expériences de mort imminente, les gens qui travaillent sur ce phénomène disent souvent ressentir une sorte de craquement dans leur tête quand ils sortent de leur corps. Mais cette pression qu'on ressent est, semble-t-il, le résultat d'un bouclier électromagnétique qui s'active dans votre cerveau et vous isole des ondes de radio et tous les autres signaux électromagnétiques conventionnels qui vous entourent. En effet, ce n'est qu'en l'absence de ces signaux que le champ unitaire nous devient accessible. Et dans ce champ unitaire, le temps est non local. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Le champ unitaire crée l'espace, le temps, la matière, l'énergie et la vie biologique. Dans le champ unitaire, le temps est tridimensionnel. Il est non local et non linéaire. Vous pouvez sauter d'un temps à l'autre. Et c'est un sujet que je traite aussi de façon très détaillée dans le livre avec une quantité impressionnante d'informations sur cette réalité parallèle tridimensionnelle qui s'interpénètre avec notre propre réalité tout le temps. L'explication semble résider dans le fluide. Le fluide contenu dans la glande pinéale est l'un des principaux éléments capables de basculer entre notre réalité et la réalité parallèle. Et j'explique dans le livre comment ce basculement est possible. Il se passe en tout cas la chose suivante. La rétine intérieure enregistre des images grâce à l'activité du fluide, peu importe la nature de cette activité, et ce fluide est alors isolé, chose qui se produit de façon automatique chaque fois que vous vous endormez. Et une fois isolé, il active la glande pinéale. C'est ainsi que vous faites des rêves qui semblent appartenir à une toute autre réalité. J'ai de multiples études dans mon livre sur des gens qui partagent leurs réalités onériques. Des exemples clairs qui prouvent que les lieux dans lesquels nous nous rendons lorsque nous faisons l'expérience d'une vision à distance ou lorsque nous rêvons sont en fait de vrais lieux. Ce sont également les lieux des fantômes. Raymond Moody relate par exemple le cas d'une personne qui meurt dans une salle d'opération et qui rend visite à ses proches après avoir quitté son corps. Les proches ont pu la voir sous l'aspect d'un fantôme et ont pu avoir une conversation avec elle. La personne a ensuite ressuscité et se souvenait, au même titre que ses proches, de la conversation qu'elle avait eue avec eux. C'est sous cet aspect-là que nous existons dans le champ unitaire. Lorsque nous sortons de notre corps et regardons avec notre corps astral ce qu'il y a autour de nous, ce qui se passe probablement, c'est que nous captons en quelque sorte ces photons et nous les rapportons avec nous dans notre corps physique. This brings us to this concept of DMT. Dr. Rick Strassman, of course, wrote the book DMT, the Spirit Molecule, a doctor's revolutionary research. Voilà qui nous amène à parler du DMT. Le docteur Rick Strassman, l'auteur du livre DMT, la molécule esprit, les potentialités insoupçonnées du cerveau humain,
a mené une étude révolutionnaire sur la biologie des expériences de mort imminente et des expériences mystiques. Le DMT est l'objet de nombreux questionnements. Pourquoi il fonctionne? Pourquoi toutes les potions chamaniques semblent contenir des quantités aussi importantes de DMT? Le Dr Rick Strassman cite dans son livre une multitude de preuves démontrant que la glande pinéale est le siège principal où se fait la synthétisation du DMT. La glande pinéale a en effet tous les récepteurs, tous les enzymes et tous les catalyseurs chimiques adéquats. Et nous savons que la glande pinéale renferme de la mélatonine et qu'il suffit d'apporter quelques modifications à celle-ci pour obtenir du DMT. Le problème est que le DMT se dégrade si vite que personne n'a été capable jusqu'ici d'autopsier un cadavre assez rapidement pour trouver le DMT dans la glande pinéale. En tout cas, cela nous amène à parler de Nick Sand. Nick Sand a été tenu personnellement responsable pour avoir fabriqué plus de 250 millions de doses de LSD. Il était le principal responsable de la fabrication de la majeure partie de l'acide consommé à Haight-Ashbury dans la ville de San Francisco pendant les années 60. Il a écopé de 15 ans de prison, mais il a réussi à y échapper pendant 23 ans, avant de se rendre en 1996. Il n'a cependant fait que 4 ans, et puis il a été libéré en 2000. Tout cela a été prouvé. Il a donc purgé sa peine, mais pendant qu'il était encore en liberté. Et avant même d'être arrêté, il synthétisait de l'acide pour tout le monde, mais aussi du DMT en laboratoire. Et voici une citation qui vient directement du site Heroin Vault, et que vous trouverez dans le livre également. Voici ce qui s'est passé. Nick Sand a découvert que le DMT produisait en effet de grands éclats de lumière colorés. La voici la citation telle qu'elle figure sur le site Heroid. Lorsque l'on prenait le DMT qui a durci sur un plateau et qu'on le fracassait avec un marteau et un tournevis dans une pièce très éclairée, chaque coup faisait jaillir de grands éclats de lumière colorés. Imaginez donc que cette pièce était très éclairée et que moi j'étais là, et que chaque fois que je donne des coups avec un marteau, vous voyez jaillir du rouge, et puis du bleu, et puis du vert, et puis du jaune. Et c'est tellement lumineux que ça éclaire toute la salle. C'est de ça qu'il s'agit. Mais pourquoi le DMT réagit de cette façon? Quelles en sont les propriétés? Vous avez déjà eu l'occasion d'allumer un briquet, n'est-ce pas? Quand vous pressez le bouton vers le bas, ça fait clic, et une étincelle en sort. Savez-vous comment se produit cette étincelle? C'est parce que le briquet contient un cristal à l'intérieur, qui, quand il est compressé et par un processus appelé piézoluminescence, les molécules dégagent cet éclat de lumière, qui lui-même dégage des photons. C'est ce qu'on appelle la piézoluminescence. C'est comme ça que vous obtenez l'étincelle qui allume votre cigarette. Et c'est le même phénomène qu'on observe quand il s'agit de récepteurs radio à cristal, car le cristal est piézoélectrique. Le cristal réagit aux ondes électromagnétiques, dans ce cas les ondes radio. Celles-ci font alors vibrer le cristal, et c'est ce qui permet de capter la radio. Les fréquences électromagnétiques des ondes radio font vibrer le cristal, ce qui vous permet de capter la radio. Et en fonction de la pression exercée sur le cristal, vous obtenez telle ou telle station de radio. Car au fur et à mesure que vous augmentez la pression sur l'aiguille, la distance moléculaire devient plus étroite et capte les différents spectres des ondes radio. Mais dans le cas du DMT, il ne s'agit pas juste de piézoluminescence, mais de piézochromatisme. Ce qui veut dire que les photons libérés par le cristal quand il est compressé, dans ce cas en le fracassant à l'aide d'un tournevis, changent de couleur. Par conséquent, si vous voulez obtenir une image entièrement en couleur à un niveau quantique, vous avez besoin de cristaux piézochromatiques, qui, une fois compressés et en fonction de la force exercée, vont dégager différents éclats colorés permettant ainsi d'obtenir une image entièrement en couleur. Et ce que je dis moi, c'est que dans le cas de la glande pinéale, il se produit exactement le même phénomène. La glande pinéale contient des cristaux de DMT, des cristaux de calcite et autres cristaux qui flottent dans du fluide. Mais ces cristaux semblent être piézochromatiques, ce qui veut dire que lorsqu'ils sont compressés par des champs d'énergie, ils dégagent de multiples couleurs et donc des images en couleur en fin de compte.
Lorsque les signaux électromagnétiques ne peuvent plus accéder à votre glande pinéale grâce à l'activation de l'énergie du champ unitaire, celle-ci fait vibrer les cristaux de la glande pinéale, libérant ensuite des photons qui vous renvoient ce que votre corps astral est en train de regarder. Ce que je dis littéralement, c'est que lorsque votre corps astral est en train de flotter quelque part et de regarder quelque chose, ce qui se passe, c'est que vous captez des photons. Vous les envoyez à votre glande pinéale qui fait vibrer les cristaux. Les photons sont alors captés par le tissu de la rétine qui active le cortex visuel du cerveau. Cela peut être expliqué par l'idée de l'existence d'un cordon d'argent. De nombreuses personnes, quand elles sortent de leur corps, disent en effet apercevoir un cordon d'argent qui connecte leur corps astral à leur corps physique. Et la grande majorité des rapports sur le sujet disent que le lieu où se fait la connexion de ce cordon correspondrait justement à l'emplacement exact de la glande pinéale, c'est-à-dire au milieu du front ou à l'arrière de la tête. So what if this silver cord is actually a traversable wormhole? What if it is Et si le cordon d'argent était en réalité une sorte de tunnel qu'on peut traverser? Et s'il était littéralement une passerelle qui permet de connecter votre corps physique à votre corps astral? Ce qui fait que lorsque vous êtes dans votre corps astral, c'est ce cordon qui vous permet de voir les photons émis par l'objet regardé, mais aussi d'envoyer des photons. Vous vous rappelez de l'expérience de vue à distance menée par les Chinois? Ils ont vu des photons apparaître dans la pièce. Les photons sont captés par notre corps astral, passent dans le cordon d'argent et arrivent dans la glande pinéale qui traite alors l'image. Encore une fois, la clé réside dans le fait de protéger la glande pinéale des champs électromagnétiques conventionnels qui sont autour de nous en permanence. Il est important de comprendre aussi que si le fluide contenu dans la glande pinéale ne circule pas librement, des dépôts calcifiés peuvent se former par-dessus, car la glande pinéale n'est pas protégée par la barrière hémato-encéphalique. Cette calcification finit par atteindre les cristaux du DMT, les cristaux de calcite, et tout cela a été prouvé. Croyez-moi, je n'invente rien. Vous trouverez tout dans le livre. Cette calcification peut devenir si importante, comme vous le voyez ici, que la glande pinéale finit par ressembler dans sa totalité ou presque à un bout d'os. En réalité, c'est quelque chose qu'on peut voir au scanner, et c'est ce qui permet de voir si vous avez une tumeur au cerveau, car la tumeur fait déplacer la glande pinéale. Bien entendu, vous ne voulez pas que votre glande pinéale connaisse le même sort. Et pour que cela ne se produise pas, il faut vous assurer que vous avez une alimentation saine. Notre alimentation ici en Occident contient tellement d'éléments susceptibles de favoriser la calcification de la glande pinéale et d'amoindrir nos aptitudes parapsychiques. Parmi les plus nocifs, on peut citer le sucre raffiné, la farine blanche, les fritures et la viande provenant d'élevage industriel. Essayez de manger de la viande biologique uniquement, ou de ne pas en manger du tout, même si un peu de viande c'est bien aussi. Il faut manger du poisson surtout, car celui-ci est la viande qui active le mieux la glande pinéale. Il faut consommer des fruits et des légumes biologiques et boire beaucoup d'eau propre. La meilleure eau étant celle qui a été filtrée par osmose inverse. Ce dont vous avez besoin, c'est de débarrasser votre corps de tous ces dépôts minéraux. C'est de donner à votre corps une chance de se détartrer. Si votre glande pinéale devient vraiment entartrée, vous vous exposez alors à des troubles d'anxiété, à des troubles d'humeur, à la schizophrénie. La calcification de la glande pinéale pourrait être responsable de certaines maladies, telles que la sclérose en plaques ou la maladie de Parkinson, comme je le révèle dans le livre. Je ne pense donc pas que ces informations aient pu demeurer inconnues. Je pense que le fait d'avoir fait figurer le grand sceau des États-Unis sur un billet d'$1 avec ce troisième œil en forme de triangle tout en haut s'explique par le fait que toutes ces informations étaient connues. Et on le voit même ici sur la fiche de Da Vinci Code. On voit qu'il y a le même triangle autour de ses yeux. Le champ unitaire est donc directement lié à la vie biologique. Et c'est ce qui permet de comprendre les prophéties anciennes qui figurent sur le billet d'$1 par exemple, ou les autres prophéties que nous verrons plus tard. Il est devenu maintenant clair que nous émanons en réalité d'un champ unitaire, que la vie est un phénomène émergent qui vient directement des lois fondamentales de la physique quantique.